On ne peut pas relier les points en regardant vers l'avenir, on ne peut les relier qu'en regardant en arrière. Il faut donc avoir confiance que les points se relieront d'une manière ou d'une autre dans l'avenir. C'est ce que Steve Jobs a dit dans un speech en 2005. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. Et c'est la réalité pour l'investissement. On ne peut pas dire avec 100% de certitude qu'un actif va monter, mais par contre, en regardant en arrière, c'est possible de venir connecter les points. Puis s'il y a une chose de certain, c'est que l'histoire a souvent tendance à se répéter. Personnellement, ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. Mais comprendre le passé nous aide à comprendre le futur. C'est ce qui fait la différence entre les personnes qui réussissent à faire de l'argent lorsque le monde évolue versus ceux qui subissent le changement. Puis c'est pour cette raison très précise que les riches deviennent toujours plus riches et que les pauvres deviennent toujours plus pauvres. Alors retournons dans le temps pour comprendre réellement ce qui est arrivé. Lors de la ruée vers l'or, de l'essor du développement immobilier et le boom de l'Internet, puisque ces moments dans l'histoire ont été en mesure de créer le plus de richesses. Donc en connectant les points du passé, nous allons être en mesure de mieux connecter les points du futur, pour ensuite être en mesure de profiter au maximum de ce qui risque de se produire dans les années à venir. Et dans les 3 moments de l'histoire qu'on va étudier aujourd'hui dans la vidéo, on va vraiment venir regarder c'est qui a pu profiter monétairement du changement versus c'est qui a dû subir ce changement. Revenons dans le temps, autour de 1950, au moment de la ruée vers l'or. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? C'est que pas mal, tous les hommes ont dû quitter leur foyer, quitter leur famille pour partir et aller travailler dans les mines d'or. Il y a eu des ruées vers l'or aux États-Unis, puis il y en a eu aussi partout dans le monde. Donc, littéralement, tout le monde a subi ce changement-là. Donc, ces hommes, en quittant leur foyer, ont dû subir le changement. Puis malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé pour plusieurs d'entre eux? C'est qu'ils sont malheureusement décédés. Donc, lors de la ruée vers l'or aux États-Unis, il y a eu entre 5 000 à 10 000 morts. En Australie, il y en a eu entre 8 000 et 15 000 morts. Au Canada, il y en a eu entre 3 000 à 5 000. En Afrique du Sud, entre 30 000 à 40 000. Pour au final avoir pas loin de 60 000 à 90 000 morts qu'il y a eu au moment de la ruée vers l'or. Mais on s'entend qu'à ce moment-là, c'est pas nécessairement ça qu'on entendait parler dans les médias traditionnels, parce que la ruée vers l'or n'était pas uniquement négative. Au contraire, beaucoup de personnes ont su en profiter, dont plusieurs types d'entreprises comme les entreprises de vêtements, ou même des entreprises de manufacture qui construisaient des outils pour qu'ils soient utilisés lors de la ruée vers l'or. Donc ça a peut-être l'air anodin, mais tous les travailleurs portaient des jeans et l'entreprise Lévi-Strauss & Co, à ce moment-là, était l'un des plus grands manufacturiers de jeans dans les pays, puis est en mesure de générer en revenus pas loin de 6 milliards par année. Et de l'autre côté, il y a des entreprises comme Homestake Mining Company, qui eux aussi ont énormément profité en générant pas loin de 25 milliards à 30 milliards de profits au moment des années qu'il y a eu la ruée vers l'or. Donc on s'entend qu'à ce moment-là, il y a beaucoup d'entreprises, comme ces deux exemples-là, qui en ont mis plein leur poche. De l'autre côté, si on réfléchit à aujourd'hui, c'est qui les plus grands détenteurs de l'or? C'est pas une cachette, ce sont les gouvernements. Puis prenons par exemple la ruée vers l'or californienne, mais le gouvernement des États-Unis a généré pas loin de 5 à 11 milliards de dollars grâce à tout ça. Puis sinon, les autres grands gagnants de cette ruée vers l'or-là ont été les institutions financières. Puis là, tu vas peut-être me dire, comment les institutions financières peuvent faire de l'argent si c'est pas eux qui vont les miner, c'est pas eux qui ont des entreprises, puis les entreprises qui vont miner l'or vont pas nécessairement leur redonner. La réalité, c'est que eux, ils sont extrêmement smart. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire? C'est qu'ils vont venir créer des produits financiers qui sont interreliés avec l'or. Puis qu'est-ce qu'ils vont venir faire? C'est qu'ils vont venir offrir à leurs clients une possibilité d'acheter de l'or sans nécessairement le détenir dans leur poche. Parce qu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui détienne de l'or chez eux, en dessous de leur lit ou peu importe. Fait que qu'est-ce que les institutions financières viennent faire? Ils viennent être l'intermédiaire pour après offrir à la société, aux personnes comme n'importe qui, la possibilité d'acheter de l'or via un billet. Puis comment ils génèrent de l'argent avec ça? C'est qu'ils viennent chercher un frais pour chaque transaction d'achat et chaque transaction de vente. Et à ce jour, les institutions financières ont généré pas loin de 3 milliards de dollars grâce aux produits financiers corrélés à l'or. Ce qui fait en sorte que la ruée vers l'or, qui a été un moment perçu dans l'histoire comme une création de richesse, mais qu'on finit par se rendre compte qu'il y a 3 grands acteurs qui ont profité
le plus de ce véhicule financier, qui a été les entreprises, le gouvernement et qui a été les institutions financières, tandis que nous, de notre côté, la société et la population, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû s'adapter à ce changement-là, puis malheureusement, on a écopé de ce changement-là puisqu'il y a eu énormément de morts. Puis maintenant, retournons dans le temps, le moment où il y a eu l'essor du développement immobilier. Donc, entre 1990 à 2024, les entreprises de développement immobilier ont été en mesure de générer en profit net entre 500 à 800 milliards de dollars US pour tout le développement qu'ils ont fait avec l'immobilier. Donc ça, c'est des entreprises de construction, des entreprises de matériaux. Donc encore une fois, c'est pas une cachette. Les entreprises qui sont connectées à ces développements-là, ont été en mesure de se remplir les poches. Mais qui aussi a été en mesure de se remplir les poches? Comme d'habitude, c'est le gouvernement. Donc le gouvernement, depuis 1950, ont été en mesure de se mettre dans leurs poches. Juste pour vous donner une idée, pas loin de 35 à 55 trillions de dollars. Ça en fait énormément de zéros en arrière. C'est des centaines de fois la richesse de Elon Musk qui ont été en mesure de se faire dans leur poche en moins de 100 ans pour littéralement rien faire vraiment. On va pas se le cacher. Mais aussi, il y a un autre acteur qui a su tirer son épingle du jeu, qui est encore une fois les institutions financières qui ont été en mesure de, eux, créer encore une fois des produits financiers qui sont connectés à l'essor du développement immobilier. Donc les institutions, encore une fois, sont l'intermédiaire, donc ils viennent créer des produits financiers. On s'entend que c'est du vent, ils viennent juste créer un bout de papier pour dire à quelqu'un qui détient une part d'immobilier ou non. Donc, encore une fois, en étant intermédiaire, ils sont en mesure de toucher à des frais lors d'achat de ces produits financiers-là et lors de la vente. Puis, depuis les dernières années, les institutions financières ont été en mesure de générer entre 1000 milliards de dollars et 2000 milliards de dollars. Donc, pour vous donner une idée, toi, tu es une banque, tu es une institution financière, tu viens voir l'évolution d'un marché, tu te dis, l'immobilier est en train de se faire développer extrêmement beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste créer un produit, puis je vais aller voir mes clients après, puis je vais leur vendre. Puis, ils ont été en mesure d'empocher pas loin de 2 trillions de dollars directement dans leur poche. Donc, pendant que les grandes entreprises, le gouvernement, puis les institutions financières se sont encore une fois remplis les poches, là, peut-être que tu vas me dire que oui, mais la société en a profité, le monde a des maisons, puis ils habitent dedans maintenant. Mais la réalité, c'est qu'on ne vit pas dans un monde rose d'arc-en-ciel. Il y a énormément de personnes qui ont subi ce changement-là, dont 60 à 80 millions de personnes, de familles, qui se sont vues perdre l'accès à leur maison lors de crises immobilières comme on l'a vu en 2008 ou lors de crise quelconque liée au logement. Mais aussi, il y a une donnée assez triste qui est en ce moment, moins de 30% des jeunes peuvent espérer s'acheter une maison sans l'aide de personne et que même l'achat moyen d'une maison a passé de 27 ans à plus de 40 ans aujourd'hui lors des 50 dernières années. Donc, si on recule de 50 ans, l'âge moyen pour acheter une maison était d'environ 27 ans, tandis que maintenant, en 2025, l'âge moyen pour acheter une maison est de 40 ans. Donc, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que, encore une fois, les riches sont toujours devenus plus riches avec l'essor du développement immobilier, tandis que la population, eux, sont vus malheureusement à subir le changement et écoper de ce changement-là. Puis si on vient encore dans le temps autour de 1990 et le début des années 2000, il y a eu quelque chose qui nous a tout affecté drastiquement, qui fait en sorte que, en ce moment, je suis capable de filmer la vidéo, puis je suis capable de même publier cette vidéo-là sur une plateforme, c'est le boom de l'Internet. Donc, pendant le boom de l'Internet, il y a plusieurs entreprises qui ont complètement explosé. On parle de Apple, on parle de Amazon, on parle en ce moment quasiment toutes les entreprises qui existent, ils utilisent la technologie. Donc, si on revient dans le temps pour connecter les points, on se rend compte qu'en environ 25 ans, les entreprises technologiques ont su profiter de ce boom-là avec plus de 20 trillions de profits nets directement dans leur poche. Donc, on s'entend qu'ils sont vraiment pas à plaindre. Puis même si en ce moment, on regarde les personnes qui sont le plus riches sur la planète, on se rend compte que c'est toutes des propriétaires d'entreprises technologiques. Mais d'un autre côté, il y a toujours le gouvernement qui vient s'infiltrer son nez partout et eux aussi ont été en mesure de profiter de pas loin de 3 trillions de dollars directement dans leur poche dans les 25 années grâce au boom de l'Internet. Et là, je pense que tu me vois venir, l'autre acteur aussi qui ont été en mesure de se remplir les poches grâce au boom de l'Internet, c'est les institutions financières. Puis là, je veux que tu prennes le temps de réfléchir à quel produit financier qui est le plus connu dans le monde, qui a été créé grâce au boom de l'Internet. C'est ce qu'on appelle le S&P 500. Parce que oui, le S&P 500, c'est pas juste une business, c'est pas juste une entreprise, c'est un regroupement des 500 plus grandes entreprises. Pour avoir un regroupement des 500 plus grosses entreprises aux États-Unis, il faut qu'il y ait quelqu'un
en haut qui prennent la décision de dire, bon, ben, moi, je vais créer un produit qui regroupe ces 500 plus grandes entreprises-là aux États-Unis. C'est pas juste toi qui investis dans les 500 entreprises par toi-même. C'est que tu achètes un produit financier qui a été créé par des institutions financières, par des banques, pour qu'ils puissent après te le vendre à toi ou à nous en tant que société pour qu'on se fasse dire bon ben qu'on peut profiter du boom de l'Internet. Puis qu'est-ce qui arrive quand ces institutions financières-là ou ces banques créent des produits financiers? C'est qu'ils touchent à des frais, encore une fois, sur la vente et sur l'achat de cet actif. Ce qui fait en sorte que les institutions financières ont fait pas loin de 1,6 trillion de dollars en frais provenant de produits financiers qui ont été développés grâce au boom de l'Internet. Donc, on s'entend que ce qui s'est passé dans les 25 dernières années, c'est pas à négliger, puis ça a été pas mal le véhicule financier qui a le plus explosé aussi, et du même coup qui a enrichi de plus en plus les riches. Et que nous, de notre côté, on s'entend que même si nos parents, au début des années 2000, avaient peur d'Internet, voulaient pas nécessairement commencer à envoyer des emails ou des courriels, qui envoyaient encore des lettres par la poste, qui voulaient même pas avoir de téléphone à la maison, puis qui préféraient se déplacer en personne. On s'entend que toutes ces personnes-là qui étaient vraiment réticents à l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies-là, aujourd'hui, en 2025, n'ont pas eu le choix de s'adapter et subir ce changement-là. On s'entend qu'on connaît plus personne encore à ce jour qui n'a pas de téléphone, soit à la maison ou de téléphone cellulaire, qui n'utilise pas des emails ou qui n'utilise pas au minimum plusieurs outils technologiques pour vivre. Parce que si on ne s'adaptait pas à ce changement-là, on venait le subir, puis on venait être désavantagé dans la vie courante. Donc, le boom de l'Internet, c'est un autre exemple de relier les points du passé pour comprendre que les riches se sont toujours plus enrichis grâce à ça et que malheureusement, nous, les pauvres, qui est la société, on a dû subir ce changement-là. Mais une autre chose à comprendre aussi de ces trois moments historiques-là, c'est que ces trois acteurs-là, qui est les grandes entreprises, les gouvernements et les institutions financières, n'étaient pas là à crier sur tous les toits à dire « Bon, ça, c'est le prochain véhicule financier qui va faire le plus d'argent. » C'est pas eux qui allaient dire à tout le monde qu'il y avait énormément d'argent à faire avec ça. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils gardaient ça en arrière des rideaux puis que eux, en arrière des rideaux, se mettaient dans une position pour profiter énormément de ce changement-là. Parce que la réalité, c'est que en ce moment, oui, c'est beaucoup plus facile de connecter les points puis se dire « Ah c'est facile. Moi, j'aurais acheté de l'immobilier il y a plusieurs années. Moi, j'aurais acheté tous ces stocks-là avec le boom de l'Internet il y a plusieurs années. » Mais la réalité, c'est qu'il y a plusieurs années, ces personnes-là avaient peur. Ces personnes-là se faisaient donner les mauvaises informations. Parce que si tout le monde a la même information, on s'entend que l'opportunité à générer de l'argent vient à diminuer. Donc, ces trois acteurs-là qui ont su remplir le plus leur poche n'étaient pas là à crier sur les toits puis à dire à tout le monde que c'était la meilleure opportunité. Même là, ils disaient le contraire. Souvent, il y avait des propagandes de peur sur les médias traditionnels pour que eux, en retour, puissent en profiter un maximum. Là, je suis pas là pour faire une vidéo négative pour dire qu'on a tout raté les opportunités de faire de l'argent avec de l'or, avec le développement immobilier ou même avec le boom de l'Internet. Cette vidéo-là est vue comme informative pour vraiment venir comprendre ce qui s'est passé dans le passé, pour venir vraiment se poser la question comment on peut venir comprendre le passé pour venir s'assurer de se mettre dans une position pour comprendre le futur et du même coup profiter monétairement de ce qui risque de se passer dans le futur. Parce que je suis certain que tu n'as jamais entendu dans les journaux, dans les médias traditionnels ou par les gouvernements ou même par les entreprises que la crypto-monnaie, c'est le futur. Mais par contre, si on prend le temps de regarder derrière les rideaux, on se rend compte que les plus grandes entreprises, que ce soit Amazon, que ce soit Tesla, que ce soit Name It, toutes les entreprises, vous pouvez regarder et faire vos recherches, ils sont en train d'entreprendre des développements avec la technologie de la blockchain et ils sont en train d'investir massivement dans la crypto-monnaie. Donc, on a déjà un des acteurs qui s'enrichit de plus année après année, qui en ce moment, sans nécessairement le dire et le crier sur tous les toits, sont en train de s'adapter et d'acheter de la crypto-monnaie. De l'autre côté, on a les gouvernements, qui est le deuxième acteur qui sont le plus enrichis dans l'histoire, qu'en ce moment, on voit que les États-Unis veulent devenir la capitale mondiale de la crypto-monnaie. On voit la Russie, la Chine qui sont en train d'adopter énormément la crypto-monnaie et qui sont aussi des puissances économiques mondiales. Donc, encore là, peut-être que c'est un addon, mais jamais on a entendu le gouvernement nous dire et crier sur tous les toits que la crypto, c'était la solution et que la crypto, c'était l'avenir pour s'enrichir. Mais par contre, de l'autre côté, on est en train de voir toutes les actions sont faites pour nous laisser croire que c'est vraiment le cas et que ça va le devenir dans le futur. Et le troisième acteur qui s'est le plus enrichi, c'est les institutions financières. Et là, tu me vois venir, est-ce que les institutions financières ont créé des produits financiers qui sont corrélés à la crypto pour eux aussi venir profiter énormément de l'évolution économique du monde? Eh bien oui, en ce moment, les plus grosses institutions financières, que ce soit BlackRock, Fidelity, toutes les plus grosses, sont en train
train de créer des produits financiers et ont même en ce moment des produits financiers qui sont corrélés au Bitcoin, qui sont corrélés à Ethereum et en ce moment, ils sont en train d'en développer d'autres qui sont corrélés à d'autres cryptos. Et tu veux savoir qu'est-ce qui est encore plus fou dans tout ça? C'est qu'en ce moment, BlackRock, qui est la plus grande institution financière au monde, qui gère plus de 11 trillions d'actifs sous gestion, ont annoncé la semaine dernière que leurs produits financiers corrélés au Bitcoin leur rapportent plus d'argent annuellement que leurs produits financiers corrélés au S&P 500. Est-ce que tu comprends l'importance de ce que je viens de te dire? L'un des acteurs qui s'enrichit le plus année après année viennent d'annoncer publiquement, mais que très peu de personnes savent réellement, qui font plus d'argent avec leurs produits financiers de crypto que le reste des autres produits financiers. On s'entend que les banques, les institutions financières, c'est des entreprises comme n'importe quelles. Ils veulent toujours générer plus de revenus. Puis s'ils sont en train de faire plus de revenus avec les produits financiers de crypto, je te garantis qu'ils savent que le futur se dirige là puis qu'ils vont faire énormément d'argent avec ça dans le futur. Donc oui, peut-être que tu n'en entends pas parler sur les talk shows traditionnels, à tout le monde en parle, à TVA Nouvelles, Radio-Canada, le gouvernement n'en parle pas, mais si on regarde des actions très précises, en ce moment, les 3 plus grands acteurs qui ont prédit vers où que l'avenir financier puis économique allait se diriger dans le passé, est en train de prendre les mêmes actions du passé pour prédire ce qui risque d'arriver dans le futur avec la crypto-monnaie. Donc peut-être que tu as entendu, oui, des personnes qui parlent de crypto à gauche, à droite, puis qui parlent de leurs émotions, qui parlent juste de l'argent qu'ils ont fait ou peu importe. Mais concrètement, c'est hyper important de regarder dans l'histoire. Puis en ce moment, avoir connecté les points de l'histoire dans le passé nous permet de, en ce moment, nous positionner puis connecter les points du futur avant même qu'ils arrivent. Puis en ce moment, tout nous indique que le monde se dirige vers là. Donc, en ayant toutes ces informations-là aujourd'hui, tu as 2 choix devant toi. Soit que tu décides d'ignorer cette vidéo-là, puis ces informations-là, puis que tu retournes à ta vie courante, ou soit que tu décides de vraiment assimiler l'information que je t'ai dit, puis que tu te poses des questions à comment je peux vraiment venir profiter au maximum de ce qui risque d'arriver dans le futur. D'un côté, tu vas venir te mettre dans la même position que le 1%, donc les riches, donc te mettre dans une position pour éventuellement devenir plus riche, ou d'un autre côté, la même chose qui va arriver avec la ruée vers l'or, avec l'essor du développement immobilier et même le boom de l'Internet, tu risques fort probablement de subir ce changement-là qui risque d'arriver dans les prochaines années. Parce qu'on s'entend que dans l'histoire, c'est jamais arrivé du jour au lendemain. L'évolution économique s'est toujours passée sur plusieurs années. Donc en ce moment, c'est la même chose, mais on a la possibilité de comprendre ce qui est vraiment arrivé dans le passé pour vraiment venir prendre position aujourd'hui pour profiter au maximum de ce qui arrive dans le futur.